La nuit où la légion romaine marchait sur la ville ne ressemblait à aucune autre. Il n'y avait ni bélier, ni tour, ni catapulte, seulement le silence, une respiration lourde et les coups sourds des semelles de fer sur le sol. Au matin, de la ville ne restait que des ruines fumantes et les corps des défenseurs. Comment faisaient-ils cela? Comment détruisaient-ils des villes fortifiées sans machine de siège, telle une ombre effaçant des murs entiers? Les historiens écrivent que les Romains portaient de tels coups à l'époque de la fin de la République, entre 87 et 40 ans avant notre ère. C'est alors que les légions apprirent à utiliser la méthode de la prise nocturne, par une réorganisation tactique soudaine et des signaux précis des commandants. Ce n'étaient pas des attaques folles, c'était une chorégraphie de la mort, perfectionnée jusqu'au rythme de la respiration. Leur principal secret était que chaque soldat connaissait sa place et son mouvement avant même le début du combat. Cet ordre s'appelait discipline. Pour la Rome antique, ce mot ne signifiait pas seulement l'obéissance, c'était un code de survie. Sans elle, une armée, étendue sur 20 km de marche, se serait transformée en chaos. Imaginez comment, dans l'obscurité totale, les légionnaires avançaient en colonne, sans se voir, s'orientant uniquement au son. Leurs commandants, les centurions, passaient le long des rangs, vérifiant les courroies et les attaches. Un centurion commandait environ une centaine de guerriers, et de sa voix dépendait si la ville brûlerait au matin. Les archéologues ont trouvé des vestiges de portes carbonisées et des fragments de pointes balistiques près des murs de l'ancienne Nola. Ces découvertes montrent la ville n'est pas tombée par un siège, mais par un assaut soudain de nuit. Selon Polybe, les Romains pouvaient parcourir des dizaines de kilomètres en une journée et attaquer immédiatement, ne laissant à l'ennemi ni temps ni sommeil. Cet art de la surprise s'appelait repentinum impetum, un coup instantané. Son sens était simple. L'ennemi ne devait même pas avoir le temps de comprendre que la guerre avait commencé. Les coups contre les portes, les flèches enflammées, les cris en latin, tout se fondait en une seule vague qui s'abattait sur la ville endormie. Il y avait là non seulement de la force, mais aussi un calcul froid. Les Romains savaient que la peur détruit les murs plus vite que les béliers. La ville, ayant vu dans l'obscurité les torches brûlantes et l'éclat des casques, se rendait avant même le premier affrontement. Mais ce qui avait commencé comme une stratégie d'intimidation devint avec le temps un instrument d'anéantissement de masse. Quand l'ennemi ne se rendait pas, la légion allait jusqu'au bout. Pierre, lance, feu, et le silence après. Ce même silence dont parlait Tite-Live. Après les Romains, on n'entend ni cri, ni prière. Ce silence était leur véritable arme. Non pas les machines de siège, non pas les catapultes, mais la certitude même que personne ne s'en sortirait vivant. Et tandis que la fumée nocturne s'élevait au-dessus des maisons détruites, les commandants préparaient déjà un nouvel ordre, avancer, là où de nouveaux feux brûlaient. Quand les premiers rayons du soleil touchaient les restes des murs brûlés, la légion était déjà loin. Derrière eux, il ne restait que la poussière, l'odeur de brûlé et l'écho mort de leurs pas. Mais la déroute de la ville n'était pas le fruit du hasard. Tout commençait bien avant le premier coup. La mort de l'ennemi était conçue dans les camps romains avec la précision d'ingénieurs et la froideur de chirurgiens. Le camp, le cœur de l'armée romaine. Il était érigé chaque soir, même si la légion ne restait qu'une seule nuit. Ce n'était pas de simples tentes, c'était une ville fortifiée avec des fossés, des remblais et des tours de guet. Les fouilles archéologiques sous Alterne en Germanie ont montré chaque ligne de fortification avait la même largeur, environ 3 mètres, et la distance entre les rues, précisément mesurée par les pas. Chaque soldat savait où se trouvait sa tente, où était la cuisine, où était le dépôt d'armes. C'était un ordre qui transformait le chaos de la marche en un système mathématique de guerre. Les Romains appelaient cet ordre castra. Aujourd'hui, on peut dire plus simplement une forteresse mobile. De ces camps, les légions sortaient, comme des ateliers d'usine, déjà des machines à tuer prêtes. Dans chaque castrum, il y avait une ligne sacrée, la rue principale, menant de la porte au centre où se tenait l'emblème de la légion, le signum. Quand il était levé, la légion se transformait en un organisme unique. Chaque guerrier portait environ 30 kg d'équipement. Armure, armes, marmites, céréales pour 3 jours et pieux pour fortifier le camp. Le poids était monstrueux. Mais c'est précisément lui qui les rendait invincibles. Un soldat romain pouvait parcourir 25 km par jour, sans perdre sa formation. Cette marche était appelée Iter Magnum, la grande traversée. Les tests militaires modernes montrent que même des combattants entraînés du XXIe siècle supportent rarement une telle charge sans entraînement. Mais les légionnaires ne faisaient pas que marcher. Ils apprenaient à tuer en mouvement.
Le long de la route, les centurions effectuaient des inspections de formation soudaines. Changement de formation, réalignement en coin, arrêt instantané. Chaque mouvement devait devenir un réflexe, car sur le champ de bataille, les erreurs n'étaient pas pardonnées. Quand la nuit précédant l'assaut arrivait, le camp se transformait en ruche. Les forgerons aiguisaient les épées, les cuisiniers préparaient la bouillie d'épeautre, les éclaireurs dessinaient sur le sable le plan de la ville. Dans l'un des camps fouillés en Espagne, les archéologues ont trouvé des tablettes d'argile avec des esquisses de fortifications. Des plans rudimentaires, mais précis. Cela prouve que les attaques n'étaient pas improvisées. Chaque ville était étudiée, chaque mur mesuré. Les Romains détestaient le hasard. Si les machines de siège étaient absentes, ils les compensaient par la vitesse et la ruse. L'une de ces techniques s'appelait subitus impetus, une attaque soudaine avec simulation de supériorité numérique. Les guerriers allumaient des feux sur le périmètre, créant l'illusion d'une armée immense. L'ennemi, voyant des dizaines de feux, croyait qu'il était encerclé et se rendait souvent sans combat. Mais le plus terrible commençait lorsque l'ennemi ne se rendait pas. Alors, la plus ancienne technique romaine entrait en jeu, la testudo. Ce n'était pas une simple formation, mais un symbole de leur volonté. Quand les guerriers levaient leur bouclier au-dessus de leur tête et se serraient en une boîte d'acier, les flèches de l'ennemi résonnaient sur le bronze, comme la pluie sur un toit. C'était un bunker mobile, porteur de mort. Tacite écrivait que lors d'un tel assaut, les murs craquaient sous la tension, non pas sous les coups des béliers, mais parce que les Romains s'en approchaient de très près, découpant les pierres inférieures à la hache. Un coup, un deuxième, et voilà que sous le mur, il y avait déjà le feu, la fumée et le cliquetis du métal. La ville brûlait par le bas, comme une bougie, et en haut, les gens suffoquaient de la chaleur. La Légion n'attendait pas l'ordre de battre en retraite. Si les portes ne cédaient pas, ils marchaient sur les cadavres des leurs. Polybée décrivait comment à Numance, les Romains prenaient d'assaut les brèches, glissant sur le sang, mais ne reculant pas d'un pas. Et ce n'est pas du pathos. Les archéologues ont trouvé sur le site de l'assaut des ossements humains mélangés à des fragments d'armure en bronze. Le centurion savait, s'il montrait une faiblesse, une centaine d'hommes périraient derrière lui. C'est pourquoi sa récompense n'était pas l'or, mais le droit de mourir le premier. À Rome, on disait « centurio ante omnes », le centurion devant tous. Ils étaient enterrés sans honneur, mais le nom de chacun était gravé dans la pierre, preuve qu'ils ne faisaient pas que commander, mais qu'ils menaient. Tandis que la fumée s'élevait au-dessus des murs, le commandant de la Légion, le légat, planifiait déjà comment utiliser la ville détruite. Parfois, elle était laissée en guise d'avertissement aux voisins, parfois transformée en base. Mais une même procédure était toujours suivie. Les trophées étaient partagés équitablement et la victoire était inscrite non pas au nom d'un homme, mais au nom de la Légion. Ce système faisait de l'armée non pas une foule de tueurs, mais un mécanisme de pouvoir. Et c'est précisément elle qui permit aux Romains de brûler des villes en une nuit, non pas parce qu'ils étaient sanguinaires, mais parce qu'ils agissaient comme une seule volonté. Quand des milliers d'hommes se meuvent à l'unisson, même les murs perdent leur sens. Et c'est en cela que résidait la véritable magie de l'arme romaine, dans le fait que son principal tranchant était l'ordre. Les Romains disaient « Ordo vingit omnia », l'ordre vainque tout. Et c'est précisément cet ordre qui transformait la nuit en leur allié. Quand l'heure de l'attaque arrivait, les légionnaires se déplaçaient sans un bruit, pas à pas, comme des fantômes en bronze. Au-dessus du camp, les feux s'éteignaient, les corps de signalisation se taisaient. Seuls les officiers, centurions et tribuns, connaissaient le plan d'attaque. Les autres suivaient leurs silhouettes, comme des ombres, sûrs qu'après le premier mouvement, la tempête commencerait. Au début de l'assaut nocturne, la Légion n'utilisait ni catapulte ni bélier. Leur arme était la vitesse et la surprise. Polybe décrivait que le commandant donnait un signal, court, comme un coup d'épée. Un seul son de trompette, et les rangs s'animaient. De l'obscurité s'élevaient des torches, non pas pour éclairer, mais pour effrayer. La ville voyait des dizaines de feux jaillir de l'obscurité, comme si la terre elle-même s'était enflammée. Cette attaque s'appelait Ignis Nocturnus, le feu nocturne. Son sens était simple, faire croire à l'ennemi qu'il était encerclé. Les guerriers criaient des slogans de guerre, frappaient leurs épées contre leurs boucliers, soulevaient de la poussière. Et même s'ils n'étaient que quelques centaines, il semblait qu'une légion entière avançait. Une guerre psychologique, élevée au rang d'art bien avant l'apparition du terme « opération psychologique ». Quand les défenseurs se précipitaient vers les murs, il était déjà trop tard. Des dizaines de légionnaires, en formation serrée de testudo, approchaient déjà des portes. À l'abri de leurs boucliers, ils versaient de la poix sur les battants et les enflammaient.
La température des flammes montait à plus de 1000 degrés, les gonds de bronze fondaient, et la fumée asphyxiait les défenseurs. Mais tout ne se passait pas toujours comme prévu. Lors d'une campagne contre les Lusitaniens en Espagne, l'ennemi repéra les Romains à l'avance et ouvrit le feu avec des arcs. Alors le légat Quintus Servilius Caepio ordonna d'utiliser un aguerre, un remblai de terre temporaire, une levée que les soldats créaient avec des sacs de sable et des boucliers. En quelques minutes, ils érigèrent un abri et poursuivirent l'assaut. C'était un exemple du génie de l'ingénierie romaine. Ils pouvaient remodeler la terre elle-même pour se protéger de la mort. Les unités d'ingénierie s'appelaient les fabri, les artisans. Ces hommes ne combattaient pas, mais l'issue de la bataille dépendait d'eux. Ils construisaient des ponts sur les fossés, arrangeaient des échelles faites de lances, érigeaient des plateformes pour que l'infanterie puisse s'approcher des murs. Les chercheurs modernes trouvent sur les sites d'anciennes batailles des pieux de fer, des piquets et des morceaux de poids solidifiés, des traces de ces opérations nocturnes. Tout cela prouve, les Romains n'avaient pas besoin de machines de siège encombrantes lorsqu'ils pouvaient les créer à partir de matériaux disponibles. Pendant les attaques nocturnes, des signaux étaient utilisés, non pas lumineux, mais sonores. Les légionnaires distinguaient 33 sons de trompette différents, chacun désignant une action: l'avance, la retraite, le redéploiement. Quand l'heure de l'attaque arrivait, les légionnaires se déplaçaient sans un bruit, pas à pas, comme des fantômes en bronze. Au-dessus du camp, les feux s'éteignaient, les corps de signalisation se taisaient. Seuls les officiers, centurions et tribuns connaissaient le plan d'attaque. Les autres suivaient leurs silhouettes, comme des ombres, sûrs qu'après le premier mouvement, la tempête commencerait. Au début de l'assaut nocturne, la Légion n'utilisait ni catapulte, ni bélier. Leur arme était la vitesse et la surprise. Polybe décrivait que le commandant donnait un signal, court, comme un coup d'épée. Un seul son de trompette et les rangs s'animaient. De l'obscurité s'élevaient des torches, non pas pour éclairer, mais pour effrayer. La ville voyait des dizaines de feux jaillir de l'obscurité, comme si la terre elle-même s'était enflammée. Cette attaque s'appelait Ignis Nocturnus, le feu nocturne. Son sens était simple, faire croire à l'ennemi qu'il était encerclé. Les guerriers criaient des slogans de guerre, frappaient leurs épées contre leurs boucliers, soulevaient de la poussière, et même s'ils n'étaient que quelques centaines, il semblait qu'une légion entière avançait. Une guerre psychologique, élevée au rang d'art bien avant l'apparition du terme « opération psychologique ». Quand les défenseurs se précipitaient vers les murs, il était déjà trop tard. Des dizaines de légionnaires, en formation serrée de testudo, approchaient déjà des portes. À l'abri de leurs boucliers, ils versaient de la poix sur les battants et les enflammaient. La température des flammes montait à plus de 1000 degrés, les gonds de bronze fondaient, et la fumée asphyxiait les défenseurs. Mais tout ne se passait pas toujours comme prévu. Lors d'une campagne contre les Lusitaniens en Espagne, l'ennemi repéra les Romains à l'avance et ouvrit le feu avec des arcs. Alors, le légat Quintus Servilius Caepio ordonna d'utiliser un aguerre, un remblai de terre temporaire, une levée que les soldats créaient avec des sacs de sable et des boucliers. En quelques minutes, ils érigèrent un abri et poursuivirent l'assaut. C'était un exemple du génie de l'ingénierie romaine. Ils pouvaient remodeler la terre elle-même pour se protéger de la mort. Les unités d'ingénierie s'appelaient les fabri, les artisans. Ces hommes ne combattaient pas, mais l'issue de la bataille dépendait d'eux. Ils construisaient des ponts sur les fossés, arrangeaient des échelles faites de lances, érigeaient des plateformes pour que l'infanterie puisse s'approcher des murs. Les chercheurs modernes trouvent sur les sites d'anciennes batailles des pieux de fer, des piquets et des morceaux de poids solidifiés, des traces de ces opérations nocturnes. Tout cela prouve, les Romains n'avaient pas besoin de machines de siège encombrantes lorsqu'ils pouvaient les créer à partir de matériaux disponibles. Pendant les attaques nocturnes, des signaux étaient utilisés, non pas lumineux, mais sonores. Les légionnaires distinguaient 33 sons de trompettes différents, chacun désignant une action: l'avance, la retraite, le redéploiement. Cela s'appelait ruptura, la rupture de la ligne de défense, comme une fissure sur le verre qui se transforme instantanément en un réseau de destruction. Au moment de l'assaut, le commandement était transféré aux centurions. Ils connaissaient leurs hommes par leur nom, savaient qui tomberait le premier, qui tiendrait jusqu'au bout. Ce n'était pas une armée d'anonymes, c'était une communauté liée par la peur et l'honneur. Polybe notait, chaque centurion portait à la poitrine une baguette de fer, la vitis, symbole d'autorité et de punition. Avec elle, il pouvait frapper un soldat qui hésitait, et par là ramener la formation à la vie. En bas, sous les murs, il y avait une odeur de brûlé, de poids et de sueur. Les guerriers dont les boucliers étaient couverts de suie avançaient lentement, mais inéluctablement.
C'était la mécanique de la mort. Chaque pas équivalait à une nouvelle brèche dans la défense de l'ennemi. Quand la première tour tombait, les Romains ne se réjouissaient pas. Ce n'était qu'un signal pour l'étape suivante. Les épées courtes, les glaives, étaient mises à contribution. Elles étaient plus courtes que les épées barbares, mais plus mortelles. Dans l'étroitesse des rues, ce sont elles qui décidaient de l'issue. Un coup à l'abdomen, un pas de côté, un nouveau coup. Tacite décrivait ce combat comme une danse de fer, où chaque erreur coûtait la vie. Les légionnaires s'entraînaient quotidiennement précisément pour ces quelques minutes. Ils savaient que dans le chaos de la ville, la discipline était plus importante que la force. Quand l'ennemi reculait vers le centre, les légionnaires se réorganisaient en manipulus, des groupes de combat compacts de 120 hommes. C'étaient des rouages vivants, tournant autour de l'axe du commandant. Les données archéologiques de la ville des Falisques ont montré que les combats de rue ne duraient pas plus de 2 heures. Trop rapide pour un siège, trop organisé pour le chaos. C'était un algorithme meurtrier. La flamme, allumée au début, dévorait maintenant tout. Maisons, entrepôts, temples brûlaient. Les légionnaires jetaient des torches sur les toits, car ils savaient, la fumée chasserait l'ennemi plus vite que l'épée. Tite-Live écrivait que de nombreuses villes se rendaient lorsque l'air devenait irrespirable. C'est en cela que résidait l'horreur de la tactique romaine. Ils ne se contentaient pas de détruire les murs, ils privaient l'ennemi d'espace vital. Et ceux qui tentaient de s'échapper se heurtaient à l'anneau extérieur, le vinculum. C'étaient des chaînes de guerriers, postés aux abords. Personne ne passait. Même les enfants, selon le témoignage d'Appien, n'échappaient pas à leur destin si le légat ordonnait « Urps delenda est ». La ville doit être détruite. Après cet ordre, il n'y avait plus de retour en arrière. Ni négociation, ni prisonniers. Seulement des cendres. Et pourtant, au sein de cette horreur, une structure claire était maintenue. Quand le combat se terminait, les Romains arrêtaient le pillage. Selon le règlement, la 3e heure après la prise de la ville était dédiée à l'inventaire. Ils comptaient les armes, rangeaient le butin, notaient les pertes. Les pertes étaient enregistrées avec précision. Chaque cohorte rapportait le nombre d'hommes hors de combat. D'après les inscriptions conservées, on sait qu'en moyenne, pour une forteresse prise, il y avait jusqu'à 5% de morts. Un chiffre incroyablement bas pour l'époque. Comment y parvenaient-ils? La réponse se trouvait dans leurs signaux et leur planification. Au moment de l'assaut, le légat se tenait sur une hauteur, observant le déroulement du combat. Ces signaux étaient transmis par des trompettes et des drapeaux. Un seul son erroné pouvait entraîner une catastrophe, c'est pourquoi chaque trompettiste suivait des années de formation. Ce mode de commandement précis, presque mécanique, faisait de la Légion un mécanisme vivant, où des milliers d'hommes agissaient comme les parties d'un même corps. Quand tout était terminé, l'aigle de la Légion s'élevait au-dessus de la ville. Il reflétait les flammes, tel un soleil en enfer. Ce moment était enregistré par les chroniqueurs, écrit dans les rapports, gravé sur les pierres, symbole du fait que Rome avait de nouveau affirmé sa domination. Mais avec la fumée s'élevait aussi une autre trace, celle que l'on ne pouvait pas voir, une trace dans l'esprit de ceux qui avaient survécu. Les Romains savaient, la peur agit plus longtemps que l'épée. Une ville brûlée la nuit devenait une légende pour les voisins. Les gens fuyaient, les rumeurs se multipliaient. Et parfois Rome n'avait plus besoin de combattre. Les villes se rendaient avant même d'avoir vu la Légion. C'était là leur arme secrète. Non pas l'épée ni le feu, mais leur souvenir. Quand même l'obscurité elle-même commençait à sembler romaine. Après que le fracas se soit tu et que la ville se soit transformée en cendres grises, la Légion ne s'attardait pas. Le matin, alors que la fumée obscurcissait encore le ciel, retentissait le signal de la trompette, la marche. Ni prière, ni discours, ni adieu pompeux. Ils partaient comme une tempête, laissant derrière eux des traces calcinées et un silence qui était plus terrifiant que le combat lui-même. Ce silence, écrivait Tacite, engloutissait même l'écho. Mais c'est précisément maintenant, après la destruction, que commençait ce pourquoi tout avait été conçu. La transformation de l'horreur en stratégie. Les Romains savaient que la destruction d'une ville n'était pas une fin en soi, c'était un instrument. Chaque cendre devait servir Rome. Après l'assaut, suivait une phase de soumission systématique du territoire. À ce moment, les ingénieurs, les scribes et les fonctionnaires entraient en action. Ils établissaient des cartes, notaient les sources d'eau, les routes, les champs. Des ruines, de nouveaux points d'appui étaient construits. Des présidia, des garnisons où une partie des soldats était laissée. C'est ainsi que Rome créait un réseau de contrôle. Là où hier il y avait un ennemi, demain apparaissait un fort. Là où il était impossible de maintenir le territoire, Rome laissait un avertissement.
Selon le règlement, la 3e heure après la prise de la ville était dédiée à l'inventaire. Ils comptaient les armes, rangeaient le butin, notaient les pertes. Les pertes étaient enregistrées avec précision. Chaque cohorte rapportait le nombre d'hommes hors de combat. D'après les inscriptions conservées, on sait qu'en moyenne, pour une forteresse prise, il y avait jusqu'à 5% de morts. Un chiffre incroyablement bas pour l'époque. Comment y parvenaient-ils? La réponse se trouvait dans leurs signaux et leur planification. Au moment de l'assaut, le légat se tenait sur une hauteur, observant le déroulement du combat. Ces signaux étaient transmis par des trompettes et des drapeaux. Un seul son erroné pouvait entraîner une catastrophe. C'est pourquoi chaque trompettiste suivait des années de formation. Ce mode de commandement précis, presque mécanique, faisait de la Légion un mécanisme vivant, où des milliers d'hommes agissaient comme les parties d'un même corps. Quand tout était terminé, l'aigle de la Légion s'élevait au-dessus de la ville. Il reflétait les flammes, tel un soleil en enfer. Ce moment était enregistré par les chroniqueurs, écrit dans les rapports, gravé sur les pierres, symbole du fait que Rome avait de nouveau affirmé sa domination. Mais avec la fumée s'élevait aussi une autre trace, celle que l'on ne pouvait pas voir. Une trace dans l'esprit de ceux qui avaient survécu. Les Romains savaient, la peur agit plus longtemps que l'épée. Une ville brûlée la nuit devenait une légende pour les voisins. Les gens fuyaient, les rumeurs se multipliaient, et parfois Rome n'avait plus besoin de combattre. Les villes se rendaient avant même d'avoir vu la Légion. C'était là leur arme secrète, non pas l'épée ni le feu, mais leur souvenir. Quand même l'obscurité elle-même commençait à sembler romaine. Après que le fracas se soit tu et que la ville se soit transformée en cendres grises, la Légion ne s'attardait pas. Le matin, alors que la fumée obscurcissait encore le ciel, retentissait le signal de la trompette, la marche. Ni prière, ni discours, ni adieu pompeux. Ils partaient, comme une tempête, laissant derrière eux des traces calcinées et un silence qui était plus terrifiant que le combat lui-même. Ce silence, écrivait Tacite, engloutissait même l'écho. Mais c'est précisément maintenant, après la destruction, que commençait ce pourquoi tout avait été conçu, la transformation de l'horreur en stratégie. Les Romains savaient que la destruction d'une ville n'était pas une fin en soi, c'était un instrument. Chaque cendre devait servir Rome. Après l'assaut suivait une phase de soumission systématique du territoire. À ce moment, les ingénieurs, les scribes et les fonctionnaires entraient en action. Ils établissaient des cartes, notaient les sources d'eau, les routes, les champs. Des ruines, de nouveaux points d'appui étaient construits, des présidia, des garnisons, où une partie des soldats était laissée. C'est ainsi que Rome créait un réseau de contrôle. Là où hier il y avait un ennemi, demain apparaissait un fort. Là où il était impossible de maintenir le territoire, Rome laissait un avertissement, laissait la ville détruite, mais avec un seul mur intact, afin que tous ceux qui passeraient par là voient ce qui était arrivé à ceux qui n'avaient pas obéi. Les archéologues ont trouvé de tels endroits en Gaule et dans les Balkans. Des murs partiellement détruits, des lignes d'incendie régulières, mais toujours des traces d'une retraite ordonnée. Ce n'était pas le chaos, mais une mise en scène théâtrale de la peur. Parfois, les légionnaires laissaient des inscriptions sur les pierres, courtes, presque froides. Vicit Legio Nona. La 9e légion a vaincu. Non pas pour la mémoire, mais pour la pression psychologique. Quiconque voyait cette inscription comprenait « la résistance était inutile ». Dans ces mots résonnait non pas la fierté, mais un avertissement. Après le combat, l'analyse commençait. Les centurions rédigeaient des rapports, notant la bravoure, les pertes, les infractions disciplinaires. Ceux qui avaient enfreint l'ordre étaient punis même après la victoire. Il est connu que lors d'une des campagnes de César, 2 légionnaires furent exécutés pour avoir commencé à piller avant le signal. Les Romains ne permettaient pas à la guerre de détruire le système. Au contraire, la guerre confirmait sa solidité. C'est précisément cela qui distinguait l'armée romaine de toutes les autres. Les barbares vainquaient par la passion, Rome par la procédure. Ils transformaient la destruction en un processus, presque en un rituel. Chaque pas, chaque phase avait son temps. Après le combat, le nettoyage des armes. Après le nettoyage, la distribution des provisions. Après cela, la formation. Même lorsque les corps des ennemis n'étaient pas encore froids, la Légion était déjà prête pour la prochaine marche. À ce moment, les normes de la disciplina militaris, la discipline militaire, entraient en vigueur. Ce n'était pas seulement l'obéissance, mais un ordre intérieur, poussé à l'automatisme. Le centurion ne demandait pas qui était fatigué, il savait que tous l'étaient. Mais Rome exigeait d'avancer, et ils avançaient.
20 kilomètres sur les cendres, sur les routes encore fumantes, soulevant des nuages de poussière noire, dans lesquels disparaissaient les contours du monde brûlé. Les Romains disaient « Roma non dormit », Rome ne dort pas. Ce n'était pas une métaphore, mais une réalité. Même après les assauts nocturnes, la notion de repos n'existait pas. Relève des gardes, inspection des tentes, enregistrement sur les registres. Les découvertes archéologiques de tablettes d'argile provenant des camps romains montrent tout était documenté, même la consommation d'huile pour les torches. En cela résidait leur force surhumaine, dans la capacité à maintenir l'ordre au milieu du chaos. Mais derrière cet ordre se cachait aussi une ombre. Beaucoup de légionnaires ne survivaient pas jusqu'à la fin de leur service. Épuisés par les marches, les brûlures et la fumée, ils mouraient souvent non pas au combat, mais de maladie. César écrivait « La mort par l'épuisement est plus terrible que l'épée ». Et pourtant, de nouvelles recrues arrivaient, car elles savaient, dans la Légion, l'homme devenait une partie de l'Éternel. Cette croyance que Rome vivait dans chacun de leurs pas les rendait invincibles. Même après des nuits terribles, où à la lueur des torches, ils voyaient les maisons s'effondrer et les femmes crier, ils ne se considéraient pas comme des assassins, ils se voyaient comme des bâtisseurs d'ordre. À leurs yeux, les villes ne mouraient pas, elles étaient purifiées. L'effet psychologique était monstrueux. Quelques années seulement après les campagnes en Espagne, des villes se rendaient sans résistance à la seule nouvelle de l'approche d'une légion. C'était là cette arme secrète dont parlaient les historiens anciens. Non pas le feu, non pas l'épée, mais la réputation d'inéluctabilité. Chaque nouvelle campagne ne commençait pas par une attaque, mais par le silence. La légion se tenait à la frontière. Et l'ennemi savait déjà, si Rome était venue la nuit, il ne resterait rien de lui le lendemain. Cette peur se propageait plus vite que les troupes. C'est ainsi que l'Empire s'étendait sans siège, sans longue guerre, uniquement grâce au souvenir de ceux qui avaient péri en une seule nuit. Mais le plus terrible était que cette peur agissait aussi sur les Romains eux-mêmes. Ils commençaient à croire qu'ils étaient invincibles. Et c'est précisément cette croyance qui, un jour, se retourna contre eux. Quand Rome crut en sa propre invulnérabilité, une fissure apparut au sein même du système. Elle était invisible, comme la fatigue dans le corps d'un guerrier. La Légion marchait toujours, vainquait toujours, mais à l'intérieur de cette machine parfaite, des doutes commençaient à s'accumuler. Les vieux centurions, ayant mené des dizaines de campagnes, voyaient que la discipline ne reposait pas sur la foi, mais sur la peur. La peur, qui auparavant se tournait vers l'extérieur, commençait maintenant à agir contre les leurs. Après chaque victoire, après chaque champ de ruines, les conversations se faisaient de plus en plus fréquentes dans les camps. À voix basse, la nuit, près des feux. Combien de temps encore demandaient les vétérans. Ils voyaient que les jeunes recrues ne comprenaient plus le sens des campagnes. Pour eux, la guerre se transformait en un métier sans but, où chaque ville n'était qu'un point de plus sur une liste. Rome s'étendait, mais son âme se rétrécissait. Les premiers signes de cette fatigue sont enregistrés par les chroniqueurs de l'époque d'Auguste. Les soldats commencèrent à se plaindre du long service, à exiger des récompenses avant l'heure. L'Empire, étiré à l'extrême, devint dépendant de la guerre constante, comme un corps de poison auquel il s'était habitué. Une légion sans guerre perdait son sens. Elle ne savait pas vivre en paix. Et pourtant, les rituels se maintenaient. La marche, la formation, les signaux, les rapports. Seulement, à l'intérieur d'eux, l'énergie d'antan disparaissait. Les guerriers exécutaient les ordres sans conviction, comme des acteurs répétant une pièce apprise depuis longtemps. Cicéron écrivait « Rome est devenue l'ombre de son triomphe, et tout ce qui était honneur est devenu une habitude ». Aux frontières, ce sentiment était particulièrement aigu. Les barbares ne voyaient plus dans les Romains des dieux, mais seulement des hommes fatigués de leur propre grandeur. Certaines villes commençaient à résister à nouveau, sachant « l'aigle de la Légion ne portait plus la même fureur qu'auparavant ». Les Romains continuaient de vaincre, mais le prix de la victoire devenait insupportable. Lors d'une des campagnes aux alentours d'Hercula, lorsque les guerriers refusèrent de prendre part à un assaut nocturne, le légat ordonna d'exécuter un homme sur 10. Cette ancienne punition, la décimation, était rarement appliquée, mais on y recourait de plus en plus souvent. La peur était ramenée par la violence. Cependant, la peur cessa d'inspirer. Elle ne faisait que détruire de l'intérieur. Les historiens de l'époque tardive écrivaient que c'est alors que commença la décomposition de Rome. Non pas à cause des barbares, non pas à cause des sièges, mais à cause de la perte de sens. Le mécanisme continuait de fonctionner, mais sans âme. Le fer restait solide, mais la main qui tenait l'épée tremblait. Et pourtant, la tradition continuait de vivre, comme une inertie. Même lorsque l'Empire craquait de toutes parts, quelque part dans les confins,
Dans la poussière des déserts syriens ou sur les rives brumeuses de la Bretagne, se tenait une légion, se mettant en ordre au lever du jour. Et la trompette sonnait, le même son qu'il y a 100 ans, quand il partait à l'assaut. Peut-être était-ce là la véritable force de Rome, dans sa capacité à continuer, même lorsque le sens était depuis longtemps perdu. Dans une volonté de fer qui les a poussés à travers les siècles, les faisant marcher en avant jusqu'à ce que la terre elle-même ne prenne fin.